Salut les B-Minders et bienvenue dans un nouvel épisode de B-Mindset. Aujourd'hui, on va changer un peu de registre. Bon, je reçois bien évidemment un invité exceptionnel et cette fois-ci, on va partir plutôt du côté sportif. Je profite de mon background de préparateur physique où j'ai pu côtoyer certains des plus grands sportifs français et aujourd'hui, je vais juste poser un cadre simple. Je reçois l'un des sportifs le plus médaillé de l'histoire du pays. Je vous donne juste le palmarès. 9 médailles paralympiques, 6 Jeux paralympiques, 158 titres nationaux. Et au-delà des chiffres, ce que je veux qu'on observe et qu'on évoque avec mon invité, ça va être le thème de la résilience. À 21 ans, il a subi un grave accident de voiture. Beaucoup se seraient arrêtés là. Lui, il est reparti pour écrire l'une des plus grandes pages du sport français. Aujourd'hui, on va parler de comment on se relève d'un choc, comment on reconstruit une vie avec sens et surtout comment chacun peut cultiver sa propre résilience. Que tu sois entrepreneur, dirigeant, sportif ou juste humain, cet épisode, il est pour toi. C'est un hommage à la résilience et une boussole pour retrouver l'énergie, se lever encore et encore. Je suis très honoré de te recevoir aujourd'hui, David. Salut David, comment tu vas? Très bien, très très bien, merci. Comment, comment se passe brièvement l'après-jeu? Et je dis souvent qu'il est autant, je dis souvent, je dis en ce moment, plutôt qu'il est autant changé qu'il l'était en carrière. Je passe moins de temps dans l'eau, mais je passe Ouais. autant de temps après sur les routes ou ailleurs pour transmettre ce que j'ai appris dans ma carrière notamment. Et ça passe par des traversées de France, de long en large et en travers pour aller intervenir en conférence, comme je l'ai fait hier encore en allant à La Rochelle pour intervenir pour la division Grand Ouest de la chirurgie générale. C'est très très bien passé. Une équipe ô combien dynamique, des collaborateurs très sympathiques et on a passé un bon moment et c'était chouette. Voilà. Hier soir tard, Paris, Lyon, Grenoble, voilà. Et te voilà. Exactement. Non, mais c'est sympa de pouvoir transmettre aussi et j'ai horreur de l'ennui et quand on a une carrière qui a été riche en émotions, en savoir, en parcours, en apprentissage aussi, on a envie de transmettre et c'est aussi ce que j'ai mis en place depuis quelques années maintenant et je le fais avec plaisir, avec autant de passion que j'ai pu nager longueur après longueur. Alors, Ça, en rentrant hier dans le train, j'observais un petit peu les réseaux, parce que je communique beaucoup sur ce que je fais aussi en conférence, et je suis un des coachs du collectif France qui a publié une vidéo sur mon parcours, justement. Elle est en ligne sur Instagram, on peut la retrouver facilement. Les gens donc qui sont ça, développés dans leur sport, voilà, de nous suivre, de se former aussi dans la compétition. ça tombe bien là que tu évoques ça. Je te coupe rapidement parce que on va redonner du contexte. Oui, L'idée, c'est qu'on reparte à la base. Euh, Moi, je commence souvent mes épisodes par une petite présentation de qui je reçois. Et aujourd'hui, pour moi, je te fais une petite aparté, mais tu t'en doutes, pour moi, c'est un plaisir de te revoir et de te recevoir sur le podcast. Revoir parce que, bon, pour redonner un peu de contexte, on a déjà plus ou moins collaboré ensemble sur un événement que je co-organisais qui s'appelait You Can Be à l'époque, où on faisait intervenir des sportifs olympiques, paralympiques ou autres d'autres disciplines pour essayer de trouver des clés issues du haut niveau pour différentes thématiques et comment les implémenter dans notre quotidien pour bien vivre. Et c'est là où j'ai rencontré David. Et pour le coup, j'aimerais que tu puisses nous faire, à moi et aux auditeurs, un petit feedback sur qui tu es, ton parcours, qui est assez atypique. Et je te laisse déployer il l'histoire. est, parcours, il est atypique autant que le nombre de sportifs que tu as pu rencontrer, notamment sur cette belle, enfin, sur ce bel événement. You can be your own champion, même d'ailleurs, c'était à l'époque. Et j'ai croisé à l'époque Stéphane Toureau, qui était un apnéiste vraiment émérite, un super athlète, qui m'a aidé aussi dans ma préparation, notamment dans la fin de carrière. Donc, Super. ça a été une belle collaboration aussi. D'autres que je connaissais, comme Marie-Mélanie Le Fur, qui depuis a pris les fonctions de présidente du CPSF, Michael Jérémiaz ou d'autres athlètes, voilà, Boris Dio, par exemple, aussi. Et j'ai, à travers un post LinkedIn, recroisé un basketteur qui était à tes côtés à l'époque, si tu vois de qui je veux parler. Ah oui. Un grand qui était à travailler avec toi dans l'organisation. Oui, oui, Nicolas. Voilà, exactement. Exact. Euh, Par le biais d'une collaboration que j'ai maintenant avec un club d'entreprise dont je suis parrain.
la force française industrielle du côté de Blois. Pas Ok. trop mon territoire régulièrement pour plein de raisons professionnelles et amicales aussi. Euh, Nicolas a commenté simplement une publication de cette belle entité qui s'appelle la Force française industrielle et qui a, par le biais d'une de mes amies, Gaëlle Poussin, recréé un club d'entreprise dans lequel j'interviens et j'en suis le parrain d'ailleurs. Voilà, des réseaux qui se connectent, mais c'est pas étonnant quand on voit nos parcours respectifs. Le lien commun, c'est le sport Mhm. et transmettre aussi. Alors, qui est David Smetanine? Un athlète qui est arrivé des Jeux petits, les Jeux Olympiques d'abord, et puis qui a, suite à un accident de la route, a pu rebondir grâce au sport, retrouver une bouée pour refaire surface. C'est un petit peu l'expression que j'utilise souvent. Grâce à la natation paralympique, je ne pouvais plus être champion olympique, mais je pouvais être champion paralympique à condition de m'entraîner, bien sûr, très dur. C'est ce que j'ai fait pendant plus de 24 ans de carrière internationale, jusqu'aux Jeux de Paris 2024, qui ont été le théâtre de ma fin de carrière. Et l'envie, depuis déjà quelques années, de traduire tout cela par des conférences inspirantes en entreprise pour aider nos entrepreneurs à vivre des moments un peu insolites et créer des moments d'émotion aussi, des moments de résilience pour leurs collaborateurs. La dynamique même de ce qu'on appelle le leadership chez nous, en fait, et qui a été un vrai moment de découverte pour moi au départ, prendre la parole en public, etc. Puis c'est devenu quelque chose qui est une vraie passion, quelque part, ouais, voilà. Et 24 années de carrière internationale, 6 jeux, 7 championnats du monde, 7 championnats d'Europe. Je parle pas beaucoup de mon palmarès, mais plus de mon parcours, du chemin parcouru pour arriver à ce niveau-là. Mais pour me présenter, oui, le palmarès compte aussi. 9 médailles paralympiques, dont 2 titres en 2008. 7 championnats du monde, 10 médailles internationales, enfin 10 médailles mondiales, dont 3 titres. Un triplé en or qui était historique en 2010 à Eindhoven, la piscine de Peter van den Hoogenband, qui nous a remis avec le relais français 4x50 nage libre, médaille de bronze, et un de nos camarades de l'équipe de France, Airi Simsek, qui disait, mais c'est qui ce bonhomme-là? Je dis, ben, c'est juste VDH, quoi. Un super sprinter sur 100 mètres, champion olympique sur 100 et 200 mètres à Athènes en 2004. Voilà, 7 championnats d'Europe, un triplé en or en 2009 et plusieurs médailles jusqu'à 2019. 2020, 2019, 2019, oui, médaillé, et puis 2023, 2024, dernier championnat d'Europe, l'année des Jeux, un mois avant les sélections, à Funchal, Madère, au Portugal. Pour la 4e fois, on a été assez régulièrement dans cette belle île portugaise au large des côtes, dans les Açores, pour aller chercher une sélection pour les Jeux. Voilà. Non, j'ai une grosse bêtise. Les Europes n'étaient pas sélectifs. Par contre, c'était un petit mois, même pas, 3 semaines avant les France, qui ont eu lieu à Chalon-sur-Saône. Même lieu que ma première sélection, enfin, que mon premier stage de sélection pour 2004, mes premiers Jeux. Voilà. Et puis un parcours que j'ai souhaité arrêter après Paris. Paris était un peu l'aboutissement de ma carrière. D'abord parce que j'accompagnais l'équipe d'organisation de ces Jeux, olympiques et paralympiques, parce que ça a été une aventure incroyable et que d'aller au bout pour boucler la boucle vraiment chez nous en France, sur notre territoire, je dis souvent c'est au bon endroit, au bon moment et avec les bonnes Mhm. personnes. Tous les gens que j'aime le plus au monde étaient quasiment présents et certains en particulier qui se reconnaîtront dans ce podcast, avec qui j'ai vécu des moments incroyables, autant aux Jeux Olympiques, puisque j'étais en stage à Font-Romeu, mais j'ai traversé la France pour aller voir Léon sur 404 nages, oui, cette belle finale, cette première médaille d'or. Il y avait le 100 mètres d'eau aussi ce jour-là, Johan Endobrouard, qui était un ami aussi, qui nageait le 100 d'eau. C'était sympa de le voir au jeu, premier jeu en France. Et puis aux Jeux paralympiques aussi, puisque ma famille, mes proches dont je parle, sont venus me voir dès les premières épreuves à l'Arena La Défense, voilà, qui accueille en ce moment les Masters de Paris en tennis. Mhm. Euh, une parenthèse, mais pour dire qu'on arrive maintenant à comprendre que nos équipements sportifs peuvent être mutualisés pour en faire des événements qui soient culturels comme des concerts, hein. Je veux dire, on a Ariana Grande qui est passé aussi, ou d'autres, hein, à l'Arena La Défense, mais voilà, c'est un lieu qui a permis d'accueillir une compétition de natation incroyable. Et c'est pas fini, on va faire plein de choses avec cette belle arena. Voilà. Mais oui, une carrière assez longue, un record de titres de champion de France, tous sports confondus, 158 fois médaillé en or. Oui, dans un sport où on peut faire plusieurs courses, c'est vrai, mais il faut s'entraîner plus pour faire plusieurs Mhm. courses, c'est plus dur. Et puis, une carrière qui s'est terminée au bon endroit, voilà, au bon endroit, au bon moment, avec les bonnes personnes. Je le répète, c'était vraiment important. On a vécu des Jeux olympiques et des Jeux paralympiques exceptionnels. Et je devrais finir ma carrière nulle part ailleurs.
En tout cas, on comprend la richesse de ton parcours sportif et l'amplitude du travail que tu as dû faire pour pouvoir avoir autant de résultats. J'imagine tout un tas d'histoires et d'anecdotes qui doivent être un peu partout durant tout le long de cette carrière. Mais avant d'aller vers, entre guillemets, l'avant, j'aimerais qu'on revienne, si tu veux bien, plus sur euh, ce qui s'est passé dans ta tête, dans ton corps, entre le moment où tu as l'accident et comment tu fais pour te relever de ça. Il y a un facteur qui a été d'abord une chance, c'est le facteur chance. Ben, en fait, voilà, c'est même une redite, mais le facteur chance au moment de l'accident. Dans le sens où, lorsque je prends cette route pour partir, je partais à Megève à l'époque, fin de saison, j'étais bien laissé ça, maintenant sauveteur pas très loin, dans la vallée. Et la seule personne que je croise ou qui me croise sur l'autoroute, c'est le directeur du SAMU de Grenoble qui passait par là à ce moment-là. Mais à l'instant T, hein, vraiment au moment précis, Monsieur Philippe Montonex, pour ne pas le citer, à qui on doit beaucoup pour les urgences en France. Voilà, quelqu'un qui a contribué à ce que ce terme urgence existe vraiment, en quelque sorte. Et surtout, un facteur énorme parce qu'il était là au bon moment et il a pu biper son propre service avec son bip personnel pour expliquer qu'il y avait un grave accident. Et dans les pronostics vitaux engagés, ça a été un moment crucial dans ma vie, dans mon parcours. Suite à ça, l'ancien maire de Grenoble, que j'aimerais citer, Michel Desto, qui était président d'honneur des hôpitaux de Grenoble, a eu la gentillesse de passer un coup de fil à deux neurochirurgiens, deux professeurs émérites, le professeur Jean-Paul Chirocel et Louis-Alim Benhabib, qui ont tous les deux accepté de venir m'opérer. Ils n'étaient pas de service. Et ils ont fait l'effort de venir pour m'opérer. 18 heures sur le bloc. Ça n'a pas été court, ça a été long. Voilà, on a commencé à m'opérer du cou, double fracture de la colonne vertébrale. Et puis ensuite, le facteur chance a fait que je suis resté en bonne santé, vivant. J'avais un pneumothorax bilatéral. Je suis arrivé à l'hôpital de Grenoble avec moins de 0,1, 0,2 litres dans les poumons. Donc on se disait, est-ce qu'il va tenir, est-ce qu'il va survivre? Et le fait que j'en parle n'est pas anodin, c'est parce que le sport et la natation en particulier m'ont permis à cette époque d'avoir des poumons bien sains, bien costauds. Je Mhm. ne fumais pas, je ne bois pas d'alcool, etc. Et on m'a clairement dit que c'est ce qui m'a sauvé la vie aussi, quoi. D'avoir un corps sain et dans un esprit sain, oui, mais un corps sain surtout. Les poumons ont fait airbag en fait. Voilà, il n'y a pas d'airbag dans la voiture à l'époque, les poumons ont fait airbag et voilà, puis on m'a drainé les poumons. Les deux plèvres pulmonaires étaient comprimées. Mhm. On lève le bras, on te met un poinçon, un coup de marteau, et on perce pour mettre des redons qui vont évacuer le mauvais sang. C'est de la mécanique, hein, vraiment. Ouais. Et ça très très bien au CH Nord de Grenoble, à l'hôpital Michalon. Et ça, c'était vraiment une chance inouïe pour moi d'être justement très très bien suivi. Euh, donc déjà, le fait d'être sportif a été un facteur extrêmement important dans ma vie, dans mon parcours et dans cette histoire, dans ce malheur, quelque part. Et de pouvoir reprendre le sport au moment de la rééducation, d'abord la natation comme un but thérapeutique. Quand on m'a dit tu vas faire de la balnéothérapie, je me suis dit quoi de la balnéothérapie? De quoi on parle? Mettre des corsets, des frites, des trucs. C'était bizarre, hein, on descend dans l'eau avec une espèce de plateforme. Voilà. Alors peut-être habitué à sauter dans l'eau comme toute personne le fait en natation dans notre sport. C'est pas facile, quoi, sur le plan psychologique, d'être touché comme ça dans son amour propre par des choses qui sont élémentaires. On te dit on va te mettre des frites sous les bras pour que tu flottes. Alors que t'es compétiteur, que tu nages 2 fois par jour, 9 bandes par jour. Ça fait un peu mal au cœur, quoi. Mais c'est comme ça. Ce sont des étapes qu'il faut appréhender, des étapes par lesquelles il faut passer, qu'il faut accepter. Voilà. Et puis, petit à petit, la constellation se fait. On m'enlève le corset, on m'enlève un minerve, on m'enlève les frites. Puis on me dit, bah, écoute, si tu veux, on peut te mettre une petite ligne là. Alors, ligne d'eau, je parle d'un bassin de traumatologie 17 mètres à 37 degrés. Hein. C'est pas Hmm. une petite année. Mais bon, je retrouvais quand même la capacité de pouvoir nager un petit peu, de remettre mes t-shirts de compétition, mes lunettes, mon bonnet, etc. Puis d'aller nager, quoi. D'essayer en tout cas d'aller nager. Et donc, j'ai retrouvé l'identité d'un champion qui était fan de natation, des jeux, qui a toujours vécu avec cette flamme qui brillait sous ses yeux. Et, euh, et ça a été important dans la reconstruction, dans le processus de reconstruction, de construire quelque chose qui était lié au sport de haut niveau, à la natation tout simplement. Je pouvais m'exprimer en tant qu'athlète et pas uniquement en tant que personne en situation de handicap. C'est un élément qui paraît anodin, mais qui est extrêmement important parce que lorsqu'on construit
un parcours de vie et qu'on est du jour au lendemain comme ça, avec l'arme coupée sous le pied, qu'on ne sait plus quoi faire parce qu'on est paralysé complètement et qu'on ne sait pas ce qui va se passer et qu'on bouge rien en clair, de pouvoir s'exprimer dans un sport qu'on connaît bien et de retrouver quelque chose, un domaine dans lequel on a, je pense, une longueur d'avance, sans mauvais jeu de mots, mais un peu. C'est un peu ça quand même. Ça aide, quoi. Ça aide à remonter la pente sur le plan psychologique, sur le plan moral, d'abord et avant tout. Puis ensuite, bah, d'enchaîner les longueurs, commence à se retrouver bien, là. Les épaules, on nage, je recommence à peu près à flotter, on me mettait un pull boy entre les jambes. Un coup, les ergots venaient me voir, on me dit on va le couper, on va te préparer un truc avec une sangle pour te tenir les jambes. Et puis, bah, je retrouvais un sport que je connaissais et qui me permettait de retrouver une certaine fierté, une estime de soi qui était importante, une confiance en soi qui était importante et qui était perdue. Parce Hmm. que, parce que du jour au lendemain, tu es paralysé et tu sais pas ce qui t'arrive. Donc ça a été un facteur extrêmement important qui s'est transformé en natation sportive après. Et puis, l'envie de me remettre à la compétition. Et là, il y a un autre facteur chance. En rééducation, il y avait un prof de sport qui venait donner des cours de sport, d'EPS, à ses élèves qui étaient aussi en centre d'éducation parce que là où j'étais, c'était un petit peu loin de Grenoble, le plateau Saint-Hilaire de Touvet, dans les hauteurs de la Chartreuse, pas très loin de chez moi. Là, je suis à 5 kilomètres à vol d'oiseau finalement, ou 6 peut-être, mais du même côté de la vallée grenobloise. Le pied de la Chartreuse, un très très bel endroit avec une vue sur toute la vallée qui est magnifique. Et ce prof de gym était aussi entraîneur en équipe de France handisport de natation, Jean-Marc Clément. Et il m'a dit, écoute, ton chef Kevin m'a dit que tu étais nageur avant, là, il faut que tu viennes avec nous là en kiné. C'est bien, mais il faut que tu viennes avec nous à l'entraînement. Il faut que tu viennes avec nous en gym, en cours de PS. Et je dis, mais je suis pas élève, je suis plus élève. Il me dit, c'est pas grave, tu peux nager avec nous, nager avec tes camarades, enfin, avec les autres, quoi. Et il m'a pris un petit peu, pas de haut, mais il m'a un peu taquiné, quoi. Il m'a donné un petit peu envie de me challenger par rapport à ce que je savais faire, nager. Avec ses élèves qui préparaient le bac et qui avaient option natation. Et donc, je reprends mon pull boy, mon bonnet, mes lunettes, mon maillot de bain, etc. Et puis, je commence le jeudi, à aller faire 1 heure avec les élèves de PS pour nager, vraiment nager compétition, quoi. Et nager les 400 mètres. Bah, finalement, je me retrouvais devant eux, quoi. Et ça, Hmm. c'était super bon pour le moral, hein. C'était super. Et elle me dit, bah, écoute, tu sais, voilà, je vois comme tu nages, c'est super. Moi, j'entraîne aussi à un club qui est Grenoble Handisport. Il faut que tu viennes nager avec nous, quoi. Parce que tu as vraiment un avenir, tu as un truc à faire, là. Il faut que tu viennes nager. T'aimes la compétition, t'aimes le challenge, j'ai un truc à faire. Et puis bah après, ça a été l'ambition d'être. Alors je disais souvent, je ne peux plus être champion olympique, mais je serai peut-être champion paralympique. C'était l'ambition d'aller chercher la compétition, des médailles, des résultats et de participer à mes premières compétitions de natation en e-sport. Et la première a lieu à côté de Grenoble, le jour de mon anniversaire, le 21 octobre 2096. 96, c'est ça. Et, euh, et je me qualifie au Championnat de France. Et puis on me voit nager, et puis des conseils techniques régionaux me disent ah, putain, David, tu nages vraiment bien, tu as un avenir, là, il y a un truc à faire, c'est super. Et puis, faut que tu continues comme ça, quoi. Puis, bah, moi, forcément, ça m'a motivé. Ça m'a donné envie de poursuivre et puis de me dire, ouais, le chemin, il est peut-être long encore, mais j'ai quelque chose que je connais, que je maîtrise un peu, et puis les résultats sont déjà là. Je vais participer à mes prochains pas de France, quelque part, quelques temps après, avec des athlètes qui rentraient des Jeux d'Atlanta 96. Mais c'était chouette, quoi. J'étais fier de pouvoir aller aux France et de nager. Alors voilà, je pars à Belfort le 5, 6, 7 ou 8 décembre 96 et je finis quatrième des championnats. Donc c'était déjà hyper encourageant. Donc voilà, c'était une lueur d'espoir, un message d'espoir lié à quelque chose qui me permettait de m'exprimer en tant que champion et en tant que personne, pas uniquement en tant que personne en situation de handicap. Je dis souvent en conférence que devant le mot handicap, il y a le mot personne. Il y a d'abord une personne qui a des envies, des aptitudes, qui a des besoins, voilà. Et moi, mon besoin, c'était de m'exprimer, quoi, de retrouver le sport, de trouver un élément pour lequel je pouvais m'exprimer et redonner confiance en moi. Voilà. Et est-ce qu'on peut, avant de te laisser continuer à dérouler le parcours, revenir sur plusieurs éléments qui m'interpellent dans ce que tu me racontes là, pour que je puisse, moi, bien comprendre ce qui se passe à l'intérieur de toi. J'ai bien compris, donc c'est bien évidemment ce choc dans tous les termes, dans tous les sens du terme, où tu passes de valide à handicapé, pour le coup, c'est comme ça qu'on dit. C'est ça. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le cheminement psychologique entre. C'est le moment où tu comprends que tu peux plus bouger comme tu bougeais auparavant.
ce qui se joue dans ta tête, quels sont les leviers qui te permettent vraiment de te lever, parce que là, tu m'as fait un coup d'accélérateur d'un coup sur ton parcours, mais moi, j'aimerais qu'on rentre dans ce qui se passe de manière intime à l'intérieur de ta tête. J'en parle, ça a été un moment qui a été essentiel dans mon parcours de pouvoir retrouver un élément que je connaissais. Et ça, c'est fondamental sur le plan psychologique. L'esprit amène le physique derrière à se dépasser, etc. Mais le point de départ, c'est ça. Alors, il y a d'autres étapes. Et la première étape, c'est dès l'hôpital, le fait d'avoir, à travers le parcours de mes grands-parents, que j'ai jamais connu, du côté de mon père en tout cas. Mon grand-père a été officier sous le Tsar et qui a connu la guerre, première et deuxième guerre mondiale, de me dire ces gens-là ont tellement vécu des choses difficiles et je vais m'en inspirer pour rebondir. Ça s'est fait de façon intrinsèque. Je l'ai jamais parlé, mais je suis allé chercher des choses que je ne connaissais pas, qu'on m'avait simplement parlé, qu'on m'avait simplement dites, qu'on m'avait évoquées. Et, et ça a été un moment incroyable de me dire, il a fait ça, tu peux remonter la pente, tu peux y Ok. arriver. Ok. Et, et ça a été un message d'espoir de me dire, ils ont traversé des moments tellement difficiles. La guerre, c'est effroyable, c'est Ouais. horrible. On oublie hein, que l'Ukraine en ce moment est en guerre depuis 3 ans hein, avec la Russie, que voilà, c'est terrible. Et on a constitué, on a créé l'Europe pour qu'on ne fasse plus la guerre chez nous. L'Allemagne, la France, l'Angleterre, les Alliés, l'Italie, etc. J'en passe, c'est les meilleurs. Bon, c'est un élément essentiel pour moi. D'abord, la reconstruction personnelle, à travers les gènes de ma famille, à travers mon histoire. On dit souvent qu'on ne peut pas aller quelque part si on ne sait pas d'où l'on vient. Moi, j'ai appris d'où je venais et ce que mes grands-parents ont fait pour survivre. Ils ont tout abandonné. Mon grand-père avait des terres au lac Baïkal en Sibérie immenses. Il a tout quitté et puis il a rencontré ma grand-mère à la cour du roi, tout simplement. Une belle histoire. Carrément. Euh, J'en ai des anecdotes, hein, des tonnes, quoi. Mais mes tantes ont connu la ligne Maginot, hein, les tickets de ration pour aller manger, enfin des choses qui sont ô combien plus difficiles que ce que j'ai vécu. Donc Et- ça a été une perche à laquelle me raccrocher, ça a été un élément essentiel dans mon parcours pour savoir qui j'étais et comment j'allais remonter cette pente, quoi. Retrouver une lueur d'espoir, etc. Et puis l'entourage que j'ai eu, dont j'ai bénéficié. Hmm. Médical, des kinés incroyables. Je peux les citer, hein, Gérard Jambaka, par exemple, en URC, ou après, euh, dont l'une des filles nageait en plus, donc il connaissait mon parcours, il me connaissait de nom, que j'étais nageur, etc. Il m'a poussé à fond. Mon chef kiné en rééducation aussi, Jean-Max Vernet, qui est malheureusement plus de ce monde, qui est décédé d'un cancer il y a quelques années, mais pour qui j'ai une belle estime. Mes chirurgiens, j'en ai parlé. Anna, une infirmière dont on parlait beaucoup quand j'étais en URC aussi, l'unité de restance chirurgicale, qui était balinaise, des yeux bleus magnifiques, et elle s'occupait de moi, elle me faisait des shampoings quand j'étais sous les perfs, etc., me raser. Enfin, des gens qui prennent soin de vous tous les jours à l'hôpital quand tu vois tout noir, eux, ils essaient de faire en sorte que tu vois un peu plus, un peu rose, quoi. Voilà. Puis ma famille, mes amis qui venaient me voir à l'hôpital tous les jours, c'était essentiel, quoi. C'était super important. Et, Ces gens, si oubliés. et si on transpose ça euh, sur pas forcément quelque chose où tu te retrouves avec un handicap physique, mais quelqu'un qui traverse une période vraiment compliquée à titre professionnel, un burn-out, quelque chose où vraiment tu t'écroules et tu sais pas comment te relever. Si tu devais donner des clés de par ton expérience, j'ai entendu, moi, il y a des trucs qui me viennent dans ce que tu racontes, mais j'aimerais que ça sorte de toi. Euh, Oui, oui, je comprends. quel conseil, quelles clés tu donnerais? L'affect, le lien familial, les très proches, ceux qui sont notre socle au quotidien, c'est vers eux qu'on se retourne spontanément. Frères, sœurs, mères, parents, c'est élémentaire. On dit pas toujours on dit souvent, pardon, qu'on ne choisit pas toujours sa famille, mais dans les moments, peu importe ce qui peut se passer dans une famille, dans les moments comme ça aussi difficiles, on se retourne vers eux, quoi. Voilà. Même mes parents ont divorcé au bout de 20 ans de mariage, mais mes parents ont été très soudés quand j'ai eu mon accident, et heureusement, hein, parce que c'était un moment qui était ô combien important pour moi d'avoir cette unité familiale autour de moi, qui comptait. Mes amis proches, etc. Je vais pas tous les citer, mais il y en a qui ont compté pour moi et voilà, des copains d'enfance, voilà, Julien, Benoît ou d'autres, qui ont fait beaucoup à ce moment-là et qui ont su m'encourager, me motiver aussi. On va chercher des choses qu'on connaît, en lesquelles on a des repères. Et l'entourage proche, c'est celui qui compte le plus à ce moment-là. Ok. Il n'y a pas de secret, on ne peut pas aller inventer des choses quand on a un accident pareil, ça n'existe pas.
On va trouver des solutions là où on a une confiance, là où on a des gens qui viennent nous parler. Les gènes maternels, hein, ma mère, ça a été un socle hyper important à ce moment-là, parce que lorsqu'on est au plus bas, qu'on retrouve un statut de bébé, j'ai appris à tout faire, à m'asseoir, à manger, à tenir une fourchette, à pas tenir un verre d'eau, à me changer, à m'habiller, à prendre une douche, des choses élémentaires. Hmm. Bah, qui s'occupe de toi quand t'es bébé au départ? C'est ta maman, quoi. Et automatiquement, on a besoin de, même des fois de mots, simplement le soir, quand t'es pas de l'hôpital, elle me donnait des mots clés, des choses simples, elle dit, ben voilà, oublie pas ce que tu as construit quand tu étais plus jeune et tu étais un garçon incroyable, calme, patient, ben là, la patience, il va falloir que tu t'en serves. Le calme, il va falloir que tu t'en serves aussi, quoi. Des mots simples, mais dans lesquels on va chercher, on va puiser une confiance, on va puiser un message d'espoir qui est essentiel quand on ne sait plus où regarder, quand on ne sait pas quel chemin prendre. Ces gens-là nous montrent la voie qu'on doit suivre, le chemin qu'on doit prendre. Moi, mon rôle aujourd'hui, c'est de le transmettre. On va en parler plus tard dans notre interview, là, mais c'est mon envie aussi de raccourcir le chemin pour les gens qui ont peut-être perdu des choses, qui ont eu des moments difficiles à surmonter et de leur faciliter la tâche. Voilà. Et il y en a eu bon nombre depuis mon accident. Amis, plus ou moins amis, proches, des gens que je ne connaissais même pas, qu'on m'a demandé de rencontrer, par exemple. D'autres que je vais rencontrer bientôt. Voilà. On en parlera plus tard, mais parce que je me suis senti le devoir de les accompagner, de leur faciliter un peu la tâche, de les aider, de les rassurer. Comme on a pu me rassurer aussi à un moment donné fatidique ou clé dans ma Hmm. carrière, ce moment-là difficile. Donc, ce sont des choses naturelles vers lesquelles on se retourne pour essayer de retrouver un peu de lumière et retrouver un chemin qui est un chemin qu'on doit emprunter de nouveau pour avancer. Alors, il y a les conseils des chirurgiens. Moi, Jean-Paul venait me voir, Jean-Paul Chirossel, mon neurochirurgien, venait me voir en post-réa quasiment tous les jours hein, pour me dire, David, tu as une anomalie, quoi. T'as un traumatisme, ça va être difficile, il y a des moments difficiles, tu bouges pas, c'est normal, il y a l'absence de sensibilité, tu as eu un gros traumatisme. Mais tu as quelques anomalies, tes abdos sont là, tu ressens des choses, etc. Tu vas progresser. Il faut juste que tu aies confiance en toi, que tu prennes le temps, il va falloir du temps, mais que tu crois en tes chances et que tu bosses. Voilà, tu t'accroches, ça va aller. Des messages comme ça, c'est le chirurgien qui t'a opéré pendant 18 heures qui te dit ça calme. Puis la petite anecdote, c'est que 13 ans après, je suis champion paralympique, je rentre à Grenoble et lors d'une réception, je le vois au loin avec les larmes aux yeux, quoi. Hmm. Le maire de Grenoble dont j'ai parlé à l'instant, Michel Desto, j'ai été son conseiller spécial pendant, enfin, son DGS pendant quelques années, me disait que quand j'ai appelé Jean-Paul Chirossel pour lui annoncer ton titre paralympique, ta première médaille d'or sur le 100 mètres à Pékin en 2008. Michel Desto était sur le Mont Blanc à ce moment-là, en train de monter le Mont Blanc. Il apprend la nouvelle avec un décalage horaire favorable, moins 8 heures par rapport à la Chine, dans l'après-midi, et il appelle mon chirurgien, Jean-Paul Chirossel, un de mes chirurgiens. Il y a eu un blanc de 10 minutes, 15 minutes, un blanc. C'est le truc, tu dis, qu'est-ce qui se passe? Il y a personne au bout du fil. Ben, silence. Parce que l'émotion, parce que la considération de ce que j'avais réussi à faire. Et puis le plus beau cadeau que je puisse faire à mes chirurgiens, c'était ça, pardon. C'était leur dire, vous avez réussi une prouesse pour moi, moi j'ai réussi une autre prouesse derrière, celle de vous ramener la plus belle médaille du monde dans le sport, quoi. C'est beau. Il y a des silences qui valent tout l'or du monde parfois. Ce blanc-là, et je l'ai appris il n'y a pas longtemps, hein. J'ai eu plein d'informations, d'anecdotes, etc. Mais j'ai déjeuné avec Michel Desto il n'y a pas très longtemps là, à Grenoble. Et de passage, t'entends quand même chez moi, ça arrive, malgré mes balades à droite à gauche, mes voyages. Et il me dit lors d'un déjeuner à table, dans un restaurant que j'aime beaucoup aller, chez un ami qui s'appelle Michel aussi, Ciao à terre, un restaurant italien. J'ai envie de citer aussi parce que c'est une famille que j'aime beaucoup et qui m'accueille à chaque fois, bras grands ouverts. Et il me dit, mais tu sais, David, je t'ai pas dit, mais quand tu gagnes en 2008, j'avais appelé ton chirurgien, il y avait un blanc. Voilà. En tout C'est cas, me rassure et qui donne envie de briller. On a envie de rendre fiers ces gens-là, de leur rendre la monnaie de la pièce, de leur rendre l'ascenseur. Voilà. De leur renvoyer l'ascenseur. dans tout ce que j'entends sur ton parcours et ton histoire surtout, euh, quand on est vraiment atteint par la vie, par des événements comme ceci, de ce qui ressort de ce que tu me dis, c'est bien évidemment l'entourage qui compte vraiment beaucoup, être bien entouré. Euh, J'entends aussi chez toi assez rapidement, euh, pas une vision, mais
Je sais que ça peut être compliqué quand vraiment on est dans au plus mal d'avoir une vision sur l'avenir, mais chez toi, on sent assez rapidement une envie de se relever et d'avancer. Euh, J'entends aussi la place du sport Oui, dans le fait de te relever, si on peut le dire ça comme ça, oui, oui, oui. qui a été, j'imagine, capital pour ton bien-être physique et surtout mental. Oui. Euh, et, et, euh, et puis bah, l'entourage familial, l'appui de la famille. Tout ceci, ça me semble être des éléments hyper importants de ton parcours et ce qui t'a permis de te relever. Et j'imagine que c'est forcément transposable pour une personne qui traverserait une période compliquée. Si tu le veux bien, sur la suite, j'aimerais que, bien évidemment, on parle de résilience dans cet épisode. J'aimerais que tu puisses me dire si il y a la discipline, parce que j'imagine il a fallu en avoir de la discipline dans ton cheminement. La place de la discipline dans la résilience, chez toi, c'était quoi? D'abord, il y a besoin de revenir sur ce que tu viens de dire. Il y a une ambition. C'était ma vision, c'était mon ambition de pouvoir remonter la pente, de pas baisser les bras et de me dire j'ai deux solutions. De toute façon, il n'y en a pas 10 000. Soit je laisse les bras, soit j'avance. Et oui, il y a un handicap, oui, il y a une difficulté qui était au départ encore plus difficile que celle que j'ai aujourd'hui à surmonter, ou que j'ai surmonté pendant quelques temps, que j'ai dû surmonter pendant quelques temps, mais il y avait une place essentielle, vraiment essentielle, euh, pour qu'on construise quelque chose qui était important pour moi, c'était cette ambition d'avancer. Voilà. Puis l'envie de renvoyer l'ascenseur aussi, de remercier les gens qui m'ont entouré. Il y a une pudeur particulière, hein, une certaine pudeur. Quand on a un grave accident comme ça, on ne va pas se retourner vers tout le monde. On est diminué physiquement, moralement, on est touché dans son affect, dans son propre cœur, on est meurtri. Donc l'entourage proche, il est essentiel. Ça fait mal, hein, c'est difficile, on est perdu, voilà, c'est Et compliqué. qu'est-ce qui t'a fait tenir les premiers temps, les premiers jours juste après? C'est quoi qui t'a fait tenir? C'est génétique, je pense. C'est une capacité de résilience qui est à toute épreuve, qui a force de caractère, de gêne, l'amour de la vie, l'envie de vivre, de sourire, tout ce que j'ai construit juste avant mon accident finalement. Je pouvais pas comme ça du jour au lendemain être quelqu'un de différent. Il y avait une difficulté à surmonter, certes, mais je pouvais pas être comme ça différent, c'est pas possible. Hmm. Donc dans ce que tu me dis après, dans l'ambition que j'avais, cette ambition qui a été décuplée aussi parce que j'étais au pied du mur et que je me suis dit, bah, t'as plus le choix maintenant. Euh, Elle est effectivement celle d'un sportif qui avait envie de briller aussi, parce que le sport a été une bouée de secours, une véritable bouée de secours pour refaire surface et pour me démarquer des autres. Je voulais pas être monsieur madame tout le monde, et puis bah, là où j'en étais, de toute façon, j'ai pas le choix, quoi. Hmm. Donc c'était important de renvoyer, d'avoir l'ascenseur, de savoir remercier les gens qui m'ont aidé à avancer, et de m'en inspirer cette motivation, cette ambition pour moi-même arriver à monter les étapes, à surmonter les étapes et avancer dans le temps, étape après étape, marche après marche, etc. Ok. On dit souvent qu'un long voyage doit commencer par de simples pas. Ça a été le cas. Ça, c'est hyper intéressant. Parce que tu vois, je crois vraiment en ça, moi. Le fait que on veut toujours, surtout quand on est dans une période où on souffre beaucoup, euh, que tout se règle très vite. On veut sortir, tellement on souffre, on veut sortir vite de cet état de mal-être ou de ce handicap, etc. Et euh, ce que tu viens de dire là, ça me semble essentiel de comprendre à quel point dans tous les cas, t'as pas le choix, tu l'as dit, mais les petits pas, les uns après les autres, les petites choses que tu as dû mettre en place pour pouvoir remonter progressivement. Et maintenant, avec le recul, avec tout ce que tu as réussi à accumuler en termes d'expérience, d'événements incroyables, j'imagine que tu arrives à constater le bénéfice que ça peut avoir, ces petits efforts, ces petits pas, ces petits Oui, avancements, ce chemin que tu as dû faire. ce sont des petites victoires. Et ces petites victoires, elles permettent quoi? Elles permettent de valoriser quelque chose que tu as fait. Donc de te dire, OK, je suis sur la bonne voie, j'avance un peu plus encore. Et puis surtout de franchir des étapes qui sont franchissables. Si tu vas trop gros tout de suite et tu vas aller trop vite, tu brûles les étapes, tu te casses la gueule. Et moralement, ça fait mal. Tu as l'impression de régresser et pas d'avancer. Alors quand tu valides des petites choses au fur et à mesure, tu construis une victoire petit à petit. Tu construis un parcours, tu reconstruis quelque chose qui te semble réaliste, réalisable. Et ça, c'est pas négligeable. Dans ma vie, au quotidien, l'entraînement, c'est pareil. J'ai vu chaque séance d'entraînement comme une victoire en soi, chaque semaine, chaque mois.
on tue les semaines, on tue les mois les uns après les autres pour qu'au moment donné, à un moment donné, au jour J, le jour J, celui des Jeux par exemple, bah, ce soit une fête, quoi. Hmm. Et J'ai rien contre. Au contraire, elle te permet de valoriser les choses que tu as construites, que tu as reconstruites, et d'avancer un peu plus et d'avancer sereinement sur les bonnes bases. Bon, une anecdote comme ça, j'ouvre une parenthèse. Lors de mon premier championnat de France à Belfort, dont je parlais tout à l'heure, je croise dans les couloirs un entraîneur belge qui me disait, David, tu sais, le sport de haut niveau, c'est un peu comme un building, quoi. Si tu as une grosse base bien solide, tu peux monter très haut. Si tu n'as pas une base bien solide, tu vas monter très haut tout de suite, et ton building, il va vaciller avec le vent, avec plein d'aléas. hmm. Il va s'effondrer. Donc tout ce travail pour rien. Donc dis, prends le temps, reconstruis les choses, oublie les chronos, reconstruis ta technique, avance tranquillement, chaque chose dans son temps, et tu arriveras à un moment donné avec une base qui sera solide, et qui sera solide aussi sur le plan mental, parce que ce que tu construis te rend plus fort. Ouais, Alors, s'il vous plaît, retenez bien ça. Retenez ça parce que pour moi, c'est l'un des éléments les plus importants. Effectivement, ce que tu dis là, David, c'est merci. C'est ça. Je sais que quand on est en souffrance, on veut sortir vite, mais poser les bases, prendre le temps de ah construire oui, quelque chose de solide pour pouvoir, à terme, à moyen, long terme, être une version de soi, certes différente, parce que mais ça, c'est un autre aspect qu'il faut qu'on aborde, mais ce temps, il n'est pas perdu. Il n'est pas perdu et ça va permettre d'être vraiment mieux après. L'autre aspect que je veux que tu m'en parles un peu plus, c'est effectivement, à un moment donné, tu as dû accepter que tu serais plus jamais le même. oui, Comment ça se passe, ça? Dis-moi ce que tu te dis, comment tu perçois les choses. Parce qu'en tant que sportif, j'imagine, c'est que des projections que je fais là, mais j'imagine que toi, vu que tu étais déjà sportif, on a un rapport au corps qui est particulier quand on est bien, sportif. oui. Et forcément, quand tu as un accident qui est en plus lié à ton corps, qu'est-ce qui se passe dans ta tête? Comment tu perçois ce nouveau corps et comment tu l'appréhendes? Il y a un état d'esprit qu'il faut avoir. Après, c'est peut-être aussi quelque chose qui est un petit peu inné quand on a une éducation comme celle que j'ai reçue, par exemple. Mais l'ambition, elle est aussi celle-là. C'est-à-dire, je vais retrouver mon corps, je vais retrouver mes formes physiques, ce que j'étais avant, un nageur de compétition et pas quelqu'un qui fait un sport facile, quoi. Et on est touché dans notre amour propre quelque part. Mais après, il y a ceux qui se disent, bah, moi, je m'en sers pour transformer les choses, ou alors je baisse les bras. Et ça a été un processus de reconstruction hyper intéressant, me dire, bah, je vais leur montrer de quoi je suis capable, quoi. Finalement, ça a été un peu ça. Donc, ça a été une ambition certaine de remonter la pente, oui, de faire des choses. Et le sport a été un élément déclencheur extraordinaire pour ça. J'avais envie de me dire, oh, laisse-toi le temps de construire les choses, oui, mais accepte et laisse-toi rêver un petit peu, quoi. De toute Hmm. façon, j'étais au pied du mur, donc il n'y a pas d'autre solution. C'est soit je me disais, bah, ça va changer, je serai plus le même, oui, c'est sûr. Mais de quelle façon je vais changer? Qu'est-ce que je vais être, en fait? Bah, je me suis dit, je peux être mieux encore, peut-être. Voilà. Peut-être que ce que j'ai été, peut-être d'aller chercher cette fameuse sélection et pourquoi pas une médaille, et pourquoi pas le titre un jour, enfin, en tout cas sur le plan sportif. Mais c'est pas une fatalité en soi. Même physiquement, j'avais un petit peu changé, un peu évolué. Oui, peut-être moins musculairement fort sur les jambes, mais peut-être plus sur les épaules, sur les bras, peut-être. Voilà, après, il y a l'aspect esthétique qui comptait beaucoup pour moi aussi, mais je fais attention aussi à comment je m'habillais, à comment je me comportais, le sourire, plein de choses. Mon attitude en général, pour qu'on voie la personne et pas uniquement la personne en fauteuil. Hmm. Ça, c'était important. Puis après, les choses évoluent, le matériel évolue aussi. Oui, il y a un fauteuil roulant, mais bon, après, en soi, c'est qu'un moment ou un outil pour me déplacer. C'est pas... Les codes changent, bien sûr, mais c'est pas une fatalité en soi. Et ce qu'on renvoie à un moment donné, ce qu'on veut renvoyer comme message, est souvent plus fort que cet outil-là ou que ce handicap. Et c'est ce que j'ai voulu faire. Donc forcément, ça a été hyper important. Et le sport m'a aidé pour ça. Je me suis dit, bah, finalement, tu peux être mieux encore que ce que tu étais, quoi. Et là, l'ambition d'être un jour champion paralympique, elle a été décuplée, quoi, hein. Hmm. Vraiment. Alors Moi, oui, on avance petit à petit, jour après jour, etc. Et le chemin, il est long. Et oui, on doit bosser beaucoup. Et oui, on doit faire preuve de résilience tous les jours à l'entraînement, etc. Et oui, rien n'est acquis, hein. C'est pas facile. Et puis rien ne garantit d'être champion paralympique. C'est juste une idée, une supposition, un projet. Mais je me suis donné les moyens d'y arriver. donc, il y a plusieurs choses, une fois de plus, que j'entends. C'est effectivement, c'est pas la première fois que j'entends ça, c'est vraiment cette phase d'acceptation. Tu répètes beaucoup accepter, accepter, accepter. Et j'imagine que c'est capital si on veut pouvoir se construire et ne plus être sur l'ancienne version, c'est-à-dire
Qu'est-ce que j'étais avant? Ça ne l'est plus. Oui, mais attention, je me suis servi quand même de ce que j'étais avant en tant que nageur. C'est pas la même natation, c'est pas la même exactement même difficulté à l'entraînement. Elles sont plus nombreuses aujourd'hui. Elles l'étaient en tout cas tout au long de ma carrière. Mais par contre, je me suis dit, tu as quand même un passif de nageur, de compétiteur. Depuis tout petit, j'ai fait du judo jusqu'à mes 14 ceintures noires. J'ai commencé à 7 ans. On apprend à chuter. Les orteils en judo, mes orteils, mon cinquième, la montagne de mon pied, bah, luxé plusieurs fois. Ça fait mal, on pleure. On a le col qui brûle parce que on a le kimono qui frotte, etc. On apprend. Ça, c'est le propre du sport, quoi. On Ouais, c'est les apprend. valeurs du sport, ça. Et le sport est une belle école de la vie. En tant que gamin, c'est extraordinaire. Et je me suis dit, bah, en fait, je sais nager, j'adore l'eau. J'ai rêvé des jeux. Bah, c'est pas perdu tout ça. Je capitalise sur ce que j'étais avant. Et puis c'est un petit peu le retour du combattant, quoi. Je me suis remis à l'eau avec la même idée en tête, quoi. Je retournais à l'eau en tant que futur champion, en tout cas combattant. C'est un peu le message que je voulais faire passer, quoi. Est-ce qu'il y a un peu d'orgueil là-dedans? Elle a beaucoup. L'amour propre. Hier, Hmm. je disais en conférence aux équipes de Generali, les collaborateurs du Grand Ouest, qui sont très challengers d'ailleurs. Je leur disais, faut être un petit peu narcissique parfois, limite, en disant, tu vas être le meilleur, quoi. Parce que si on part dans le mauvais... La vie se charge très vite de réduire nos ambitions. Si on commence à se réduire soi-même, ça marche pas. Alors, narcissique, façon de parler, bien sûr, J'entends, hein. bien sûr. En tout cas, être ambitieux, fier de ce qu'on est, orgueilleux, oui, c'est clair. Un champion olympique, il est orgueilleux. C'est pas quelqu'un qui est comme tout le monde, ça, c'est sûr. Faut pas le mettre à mauvais escient, il faut pas en abuser, il faut pas avoir des propos déplacés, il faut pas se prendre pour un autre. Mais il y a toujours mieux que soi dans le sport. On est à un Hmm. moment donné en haut de tableau, puis après, 10 ans après, 5 ans après, 2 ans après, on est battu par quelqu'un qui est plus jeune, qui est meilleur, etc. C'est la vie, c'est le sport. Mais l'orgueil d'être capable de dire bah, je vais gagner, je vais pas aller là-bas pour enfiler des perles, quoi. Hmm. Et ça, c'est quelque chose que j'ai construit avec le temps, au fur et à mesure. Je mets juste un peu de lumière parce que ça devient un peu sombre. Je t'en Bouge prie. pas. Hop là, c'est mieux comme ça. Ok. Donc ça fait partie du processus de champion, pas de la personne qui a un handicap. C'est juste l'envie d'exister, d'avoir une place, de me faire une place dans cette société parce qu'elle n'était pas forcément acquise à l'époque en tant que personne en situation de handicap, quoi. Encore moins en 95 ou 2000 qu'aujourd'hui. Ouais, c'est vrai que. En 2025 ou en 2024 aux Jeux de Paris. 2004 Athènes et 2024, c'est pas le même monde, hein, paralympique. Ouais, c'est clair. T'es en France en plus, donc deux poids deux mesures, comme on dit. Mais oui, de l'orgueil, bien sûr. Faudrait être bête et mentir pour dire qu'un sportif de haut niveau, il est pas orgueilleux, il est pas ambitieux, c'est n'importe quoi. C'est pas vrai. Maintenant, j'aimerais qu'on s'intéresse un peu plus à la partie, à deux parties. Une partie un peu plus perf. J'aimerais connaître, est-ce que toi, tu as des routines matinales ou autres de pré-entraînement, quelque chose qui te met dans les meilleures dispositions pour donner le meilleur de toi-même? Bien sûr. Qu'est-ce que tu pratiques comme routine? Il y a l'aspect qui est extra sportif, c'est-à-dire la nutrition, le sommeil, la récupération, tout ce qui est la vie d'un athlète de haut niveau en général. Ce qu'il fait, ce qu'il va pas faire, l'image qu'il veut renvoyer, les obligations qu'il a aussi. On a pas mal d'obligations. On a des droits aussi en tant qu'athlète de haut niveau, mais beaucoup d'obligations de comportement, d'éthique, etc. Pour moi, c'est moral et c'est super important. Et ça marche aussi dans le quotidien. Dormir correctement, manger correctement dès le matin au petit déjeuner, premier réflexe, je me lève, je vais dans la cuisine, je prends un grand verre d'eau. Alors, je suis en contrat avec une marque qui produit ce qu'on appelle la phycocyanine, c'est le pigment actif de la spiruline, peu importe. C'est un truc qui permet d'aider le corps à mieux sécréter à la fois la sérotonine et à la fois la mélatonine. Bon, voilà. Ok. Les sportifs comprendront ce dont il s'agit. C'est une routine, voilà. C'est un grand verre d'eau tous les jours. Je me fais mes œufs mollets, là. Je prends du jambon, je fais un bol de céréales et pas les chocs à pic. Et je prends des muesli avec des fibres, avec des fruits, avec des choses consistantes. Un vrai repas parce que le corps a été endormi, a été en sommeil pendant 9 heures, pendant 10 heures parfois. Bah, il faut lui donner du carburant pour qu'il aille à l'entraînement derrière au combat à 7h30 dans l'eau et pas pour enfiler des perles. C'est dur à l'entraînement tous les jours, tous les matins. Faut être en forme. Voilà. Et puis, j'allais en fauteuil à la piscine à Antibes. Je partais du Crêpes le matin. C'est cette routine que j'ai mis en place qui fait un réveil musculaire, qui fait qu'on mange bien. Puis voilà, qu'on se fait avec le sourire et qu'on va à l'entraînement motivé, déterminé. Et puis, on avance dans la journée comme ça, quoi. La Et, technique des petits. et qu'est-ce qui, on va parler un peu crûment, un peu plus sport là, mais qu'est-ce qui te fait bander encore quand tu as gagné beaucoup de titres? Comment tu retournes au combat quand tu as, entre guillemets, presque tout gagné? C'est quoi? Tu vas chercher où la motivation là?
de revivre ces moments extraordinaires. Un podium au jeu, une médaille d'or, une Marseillaise, c'est exceptionnel. On est un peu égocentrique à un moment donné, hein. Quand on a les lumières sur soi, on a envie de rester dans les projecteurs pendant quelques temps. Alors maintenant, je le fais différemment, mais c'est important aussi. C'est ça, notre reflet de sportif de niveau, et c'est ce qu'on va chercher aussi un peu, c'est l'émotion. Parce qu'au-delà du palmarès, comme je le dis souvent, c'est aussi le chemin parcouru et l'émotion qu'on veut générer. Et c'est ça qui reste. Dans une vie, dans une carrière de sportif, les médailles, ouais, ok, on les compte, on est content, on est heureux, d'accord. Mais c'est les émotions qu'on a transmises qui comptent. Et c'est ça qu'on n'oublie pas et qu'on garde avec les amis, avec les proches, ce qu'on a vécu, qu'on a envie de transmettre. Hmm. Ça, c'est quelque chose qui est grisant, quoi. Ouais, C'est ça qu'on va chercher à l'entraînement, quand ça fait mal, quand ça pique, quand on a des chronos qui sortent, quand on a des records, des médailles, quand on voyage, quand on a les médias qui parlent de soi, etc. Et ça, c'est la réalité du sport de haut niveau, quoi. C'est d'être en lumière et c'est d'être heureux de générer cette émotion-là, qui est unique, vraiment unique. Je connais rien qui m'ait autant amené d'émotions dans la vie que ces moments sportifs, que ce plaisir d'avoir la foule qui crie ton nom pendant 1 heure, là. Donc, Tiens, ah, euh, un j- j'ai envie, si tu en as, un petit kiff là. J'aimerais bien que tu puisses, là, sur les derniers jeux à Paris, une anecdote, un moment d'émotion super fort. Amène-nous avec toi dans ce que tu vis et comment tu le ressens. ben, il y en a plein. Et la première, c'était la première qui me marque, qui me vient à l'esprit. C'est pas la première de mon Olympiade 2024. C'est la première qui me vient à l'esprit. C'est cette dernière course, ma dernière épreuve, ma dernière course de ma carrière. C'est le 50 mètres, le dernier jour à Paris. La One Para Swimming annonce au speaker la veille, parce que voilà, notre manager de natation paralympique, Craig Nicholson, savait que c'était ma dernière course. On en avait parlé, etc. Le lendemain, c'était ma dernière épreuve. C'était chez nous en France, sous les yeux de notre public. Et le speaker a annoncé aux gens qui venaient dans les tribunes là, depuis 7h45 qu'à 11h10, il y a un Français qui allait nager sa dernière épreuve, probablement. Et ben, quand tu rentres au bord du bassin, le dernier en plus, le numéro 7, t'es dernier entre au bord du bassin, tu as 17 000 personnes qui crient David, 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 oh, ça fait chaud au cœur, quoi. Et quand tu sors de la piscine et que tu as encore les gens qui hurlent David, 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 ça fait encore plus chaud au cœur. Et puis quand tu vas au box des médias, ta zone média, elle dure 1h15 au lieu de durer 20 minutes ou 10 minutes, et que tu as tout le monde qui vient te voir, Ophélie David, Alex Boyon, Charles Rosoy qui commentait mes courses aussi, les messages des copains, RMC, Claire Soupio aussi, camarade de l'équipe de France, qui n'était pas qualifié pour Paris, mais qui était derrière les micros de France de RMC Sport, qui vient me voir aussi pour me féliciter. C'est cool, quoi. C'est fantastique, ces moments-là. Tu te dis quoi à ce moment-là? Tu penses à tout ce que tu as traversé? Tu t'es dépensé pour des gens en particulier? Il se passe quoi? Ils m'ont aidé, les clubs qui m'ont fait confiance, qui m'ont accompagné jusqu'au bout. Je pensais aussi à mon pote Alain Bernard aussi, parce que là, on a un titre en commun sur le 100 mètres en 2008. J'aperçois mes petites cousines, Céline et Emmanuel, plus grandes que moi, Emmanuel, mais Céline, voilà, les deux sont chez France Télé. L'une est chez France TV Sport, Céline. Et elles sont venues à la piscine, elles sont venues me prendre dans leurs bras, etc. C'est bluffant, quoi. Hmm. Tu vois ta vie défiler, tu vois ta carrière défiler, tu repenses au point de départ et tu te dis, ben, tu vis un moment qui est incroyable. Et le speaker qui remet une couche en anglais, Ladies and gentlemen, voilà, let's celebrate the greatest David Smetanian, etc. Et puis, t'as 17 000 personnes qui hurlent, quoi. Mais c'est terrible, c'est fantastique. Et est-ce que finalement, tu me reprends si je me plante, hein, Oui. t'hésites pas. Euh, Tu te dis pas que finalement, ce qui t'est arrivé, c'était pour ça, ton accident, finalement, peut-être la vie, l'univers, ce que tu veux, t'amène à ça à ce moment-là. Je suis Euh, pas aussi fataliste que ça. Comment? Je ne suis pas aussi fataliste que ça, dans le sens où je suis pas sûr que ce soit arrivé pour ça, mais en tout cas, j'ai su transformer l'essai pour en faire quelque chose qui était vraiment extraordinaire. Quand tu as une difficulté, il appartient à chacun de vouloir la surmonter ou de baisser les bras. Il y a une phrase qui est connue que je vais redire, qui n'est pas de moi malheureusement, mais qui dit que le pessimiste voit en chaque difficulté, en chaque opportunité, pardon, une difficulté, alors que l'optimiste voit en chaque difficulté une opportunité. Moi, j'ai choisi mon camp depuis très longtemps, quoi. Ouais. Donc, c'est vraiment de se dire, ok, ça va pas être facile, mais si tu surmontes la difficulté, que tu la transformes en opportunité, ça va être vraiment beau, quoi. Bah, et le cadeau et la cerise sur le gâteau, c'est ça, quoi. C'est Paris 24. C'est d'être chez soi, c'est de défiler sur les champs, c'est d'être. Quand on est rentré sur la ligne droite des Champs-Élysées pour arriver place de la Concorde, on hallucinait, quoi. Et moi, j'étais en première ligne devant avec Michael Jérémiaz, avec Antonin Keita, que j'aime beaucoup, avec qui j'ai fait 5 fois les jeux ou 6 fois les jeux. Voilà, il y avait Alexis Anquincan qui était aussi là avec le drapeau à ma droite, là.
des images qui sont terribles, quoi. J'imagine. Ben, c'est ces moments-là qui sont fous. Des amis que j'ai recroisés, un élu que j'aime beaucoup, qui fait beaucoup pour notre région en termes de développement du handicap et de promotion du handicap, tout sport confondu, handicap, sportif, pas sportif, voilà, sport paralympique, pas paralympique, Sandrine Chex, vice-présidente à la région en charge du handicap, que je vais citer parce qu'elle est sur tous les fronts qu'elle était là. J'ai croisé Florent Manodou qui était aussi invité, qui était pour le drapeau olympique, qui est venu nous voir, on a fait une belle photo. Ah, c'est des moments incroyables, quoi. Tu t'arrives à Paris chez toi, tu vas sur les champs, tu as la garde républicaine qui t'ouvre la route, qui bloque le périph', tu as la patrouille de France qui passe au-dessus. Je suis engagé depuis 10 ans auprès de l'armée de l'air et j'avais un de mes copains qui était quelque part là-haut aussi, euh, Athos 7, Grégory, capitaine Grégory Léopold Musner, qui était un des pilotes de la PAF, notamment, et qui était avec ses petits-enfants dans les tribunes. Voilà. Hmm. Tous les gens que j'aime plus que tout qui étaient là à ce moment-là, tu dis, ils vont vivre derrière leur écran des moments où ils voient défiler avec Clémence, voilà. C'est le plus beau moment de ta carrière ou pas? Ça en est un très important. C'était une façon pour moi de boucler la boucle sereinement, d'être capable de dormir sur mes deux oreilles, en me disant j'ai eu tout ce que je voulais, quoi. Mais vraiment, hein, je pèse mes mots. C'est pas du tout utopique, c'est pas du tout. Je fais pas de zèle là, c'est la réalité. J'ai eu tout ce que je voulais vraiment dans ma carrière. Et Alors, si... venir sur le podium à Paris, oui, d'accord. Encore une fois, hein, comme tous les jeux auxquels j'ai participé quasiment. Athènes, Pékin, Londres, voilà, jusqu'à Rio, enfin, médaillé tout le temps aux Jeux, d'accord. Mais à Paris, non. Mais c'est pas grave. J'ai été chercher cette dernière place qui est restée pour les Français quand même. Chez les garçons, il restait une place pour les sélections en natation, une seule, et je l'ai chopé, quoi. Donc ça, c'est aussi une belle victoire pour moi. Après, ouais, c'est comme ça, hein. C'est des moments incroyables. Et c'était finir une belle carrière au bon moment, au bon endroit avec les bonnes personnes, quoi. J'ai été à Lima hein, avec l'équipe de candidature, fêter cette double attribution, cette victoire de la France, ce voyage qui a été incroyable. On en parlait encore ce matin avec un de mes amis qui est à Johannesburg, là, qu'on avait rencontré, un conseiller diplomatique au sport, Samuel Ducré, voilà, et on a vécu des moments incroyables, quoi. Ouais, je me rappelle, j'ai pas dormi la veille du tout, on n'a pas fermé l'œil avec Mika, avec Teddy Riner, avec toute l'équipe de France qui était là, personne n'a dormi, quoi. Alors qu'on savait qu'on avait gagné et que le lendemain, on allait chercher la victoire pour Paris, qu'on ramenait les gens en France. J'ai vu Anne Hidalgo les larmes aux yeux, quoi. Tony, pareil. Là, tu gagnes les gens en France, quoi. Tu ramènes les jeux chez toi, puis les gens, ouais, les jeux, les écolos pas contents, et les gens, ouais, ça va coûter cher, et puis ouais, ça va coûter de l'argent, mais pas beaucoup. C'est les jeux les moins onéreux de l'histoire, 6 milliards et demi, et pas 40 milliards comme la Chine. On a un excédent de 72 millions d'euros de bénéfices. Et puis on a surtout les Français soudés, heureux, etc. Donc Ouais, oui, c'était incroyable. des jeux incroyables. C'était incroyable, c'est vrai. Et pour la natation aussi. Qui n'a pas Ouais, c'est sûr. oublié que même à l'escrime, au Grand Palais, les combats s'arrêtaient, les matchs s'arrêtaient parce que les Lions étaient en train de gagner le 200 papes, quoi. Les mecs sur leur téléphone. Et Ouais, c'est ouf. là, c'était fantastique. Et seul le sport nous donne des émotions comme ça. Ouais, c'est sûr. Donc ça fait partie des choses que tu veux vivre dans ta carrière. Il faut te donner les moyens d'y arriver. Bah, pour ça, tu bosses tous les jours à l'entraînement, comme un timbré pour te dire, je finirai ma carrière chez moi en France, devant les miens, quoi. Sur cette petite... Tu m'as fait voyager là, c'était cool. Sur cette petite parenthèse, j'aimerais qu'on conclue sur un dernier grand axe que j'aimerais aborder avec toi parce qu'elle est représentative aussi de ta carrière. C'est ce qui concerne la longévité, l'énergie et bien évidemment la transmission, ce que tu fais de plus en plus. Euh, Qu'est-ce que tu as appris sur toi sur la durée? L'âge est un chiffre, qu'il ne faut pas s'arrêter à l'âge qu'on donne à quelqu'un ou qu'on a, et c'est ce qu'on peut faire physiquement, comment on met les choses en place, quelle routine on met en place, quel effort, quelle constance on est prêt à accepter, quel inconfort on est prêt à accepter pour être dans une situation confortable très peu de temps, hein. Parce que tu me parlais de Paris 24 comme un élément qui a été un élément fantastique dans ma carrière et l'un des plus beaux de ma carrière sportive. Je ne vais pas oublier mon premier 100 mètres à Pékin en 2008, mon premier titre, ma première médaille en 2004 déjà, c'est sûr. Pour 16 centièmes le dernier jour, c'était pas rien, c'était beaucoup. Ça m'a donné confiance en moi. Et puis mon premier titre, bien sûr, extraordinaire. La Marseillaise au Water Cube à Pékin, c'était fantastique. Et quand tu veux vivre ces moments-là encore une fois, bah, tu repars à l'entraînement avec beaucoup de modestie. Tu t'assois sur tes lauriers,
Hmm. Tu te rappelles que tu n'es pas le meilleur toute ta vie, que tu veux être aussi bon 4 ans après, ben, il faut bosser encore plus dur. Alors, je suis sur le podium 4 ans après, c'est vrai. Pas à la place que j'aurais voulu. L'argent n'est pas l'or. Mais pour vivre ces moments-là, il faut bosser encore plus dur. Euh, la longévité, c'est ça. C'est d'accepter que chaque fois que tu repars au jeu, à chaque fois que tu as fini les jeux plutôt, c'est une nouvelle histoire qui se construit et que tu recommences presque à zéro. La place, elle n'est pas garantie, hein. Tu restes pas qualifié aux Jeux Olympiques derrière parce que tu as été champion paralympique ou champion olympique. Ça n'existe pas. Le seul passe-droit, entre guillemets, qu'il y en a un qui a eu, c'est Léon Marchand pour la qualif au Championnat du Monde cet été à Singapour parce que il était loin aux États-Unis, etc., qu'il y avait un break nécessaire et que, eu égard à ses performances hors normes à Paris un an avant, on l'a autorisé à se qualifier aux États-Unis et pas en France, avec des critères de sélection qui sont des chronos quand même à réaliser, hein, obligatoires bien sûr, mais de pas forcément faire des déplacements en France pour se qualifier. Ok, c'est assez exceptionnel. Mais c'est pas un passe-droit, on ne dit pas, ouais, t'as besoin de rien faire, t'es qualifié en équipe de France. Non, c'est pas vrai. Donc c'est accepter qu'il faille tout recommencer. C'est un processus de reconstruction qui nous apprend la modestie, qui nous apprend aussi à bosser dur, à nous dire que rien n'est jamais acquis et que le sport, c'est ça. Il faut faire plus encore pour rester au même niveau. Quand tu réussis à réunir tous ces critères au quotidien, saison après saison, bah, tu t'offres une nouvelle sélection au jeu 4 ans après. Puis quand tu es de nouveau sur le podium et que tu commences à gagner un peu d'argent aussi, à en vivre, et que tu commences aussi à avoir un peu plus de reconnaissance, bah, tu te dis, j'ai envie de continuer, quoi. Je Hmm. me lève le matin pour un truc qui est dur, mais qui fait que j'ai une vie qui n'est pas comme celle de mes savants de tout le monde, qui est agréable, et que tout ce que je construis, c'est quelque chose que je vais vivre et qui va me servir tout au long de ma vie, pas que sportive. Dans ce que je transmets aujourd'hui en entreprise, ce sont des analogies et des mots que je transmets parce que je les ai vécus. Donc c'est constructif, c'est construit, c'est pas inventé. Je suis pas magicien, je leur dis souvent, vous savez, je vais juste parler de choses qui sont basiques finalement. La routine d'un entraînement, tous les jours, tous les mois, toutes les semaines, 353 jours sur 365. C'est ça le sport et le quotidien d'un sportif de haut niveau. Mais par contre, ça vous aide toute la vie. Et puis là, après les Jeux, là, depuis quelques mois, depuis un an, j'ai l'impression que j'ai une deuxième vie, quoi. Et que j'ai du temps, que je fais les choses différemment, que je transmets, et que je récolte enfin aussi tout ce que j'ai semé depuis toutes ces années. C'est Ok. pas mal. Et est-ce que, en ce qui concerne l'entraînement, tu as dû adapter ce que tu faisais en vieillissant? Est-ce que tu as Oui, revu tes méthodologies d'entraînement? la qualité était hyper importante, bien sûr. Changer de méthode parfois, accepter plus de repos, mais aussi ne pas négliger la quantité et le volume d'entraînement. J'ai bossé là à Antibes avec Régis Gauthier, Fred Vergniaud, etc. et Mario, qui était mon notre adjoint et préparateur physique aussi. J'ai bossé plus que quasiment j'ai jamais bossé dans ma carrière, même avant 2008. En termes de kilométrage par jour, de nombre de séances par semaine, de constance, de rigueur, dans tout. Tu nages Parce combien de que bornes? cette année, 2024, la saison olympique et paralympique, j'ai fait quasiment 9 par jour. 9 4 kilomètres par jour? Pardon? Tu fais combien de kilomètres par entraînement? 4 et demi à peu près. Ça faisait 9 bandes par jour. Ouais, ok. Deux séances de 2 heures, 4 heures, 4 km 5, ça fait 9 km par jour. Et ça, 6 jours sur 7? 6 sur 7 jusqu'au samedi matin, mais mercredi après-midi, c'est repos. Je Ok. faisais kiné, muscu le matin. Non, je faisais natation et muscu le matin, ou muscu et natation le matin, le mercredi plutôt. Et l'après-midi, c'était kiné et repos. Pour avoir un petit break dans la semaine pour souffler un peu. Et on recommence jusqu'au samedi matin. Et puis samedi à 10h30, on a fini la semaine et on est en week-end. Un jour et demi. Pas trop non plus. Les nageurs de demi-fond, ils retournaient nager le dimanche après-midi. 1500 Ouais. mètres, une baignade, mais juste pour pas recommencer le lundi matin avec pas assez de bande dans les bras, quoi. C'est un sport ingrat, hein, la natation, quand même, hein. Mais qui nous apprend beaucoup sur nous, notre capacité Ouais. à rebondir, à avancer, à nous challenger, à accepter la difficulté, etc. Donc, ouais, ça fait aller 45 bandes par semaine, à peu près. 26 heures par semaine d'entraînement, 27 heures, je sais pas. Puis c'est comme ça, 353 jours sur 365, quoi. Si tu devais donner 3 piliers pour rester fort sur la durée, ce serait quoi? La passion, elle est essentielle. Je fais pas les choses par obligation, mais par passion, par engagement. L'ambition, bien entendu. Et puis, la règle des 3 T, hein, travail, travail et travail.
Bon, j'ai un de mes amis qui était camarade dans l'équipe de France, qui a été aussi un autre DTN, qui maintenant est en charge du haut niveau paralympique pour la Fédération d'e-sport, qui s'appelle Sami El Guedari. Sami m'a rappelé un jour à quel point j'ai été un peu un staccanoïsme à l'entraînement, capable de bosser beaucoup, 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 beaucoup. Tous les très bons nageurs ont beaucoup plus travaillé que les autres. Léon, il est doué, oui, mais il est bosseur. Laure, elle est douée. La famille Malodou, c'est des gens qui sont doués, d'accord, mais ils sont bosseurs. Il n'y a pas de secret, quoi. Flo, avant d'être capable de faire moins, parce qu'il nageait beaucoup moins sur 50 mètres nagibles en étant sur la qualité, l'explosivité uniquement, il a passé une jeunesse à beaucoup nager aussi. Ouais. Ouais, et Laure, pour nager le 400, le 800 et le 1500, elle a fait des kilomètres comme jamais la personne n'a fait, quoi. Ce matin, l'entraînement à Antibes du groupe, c'était 20 fois 400. C'est pas compliqué, hein? Ça fait 8 bornes. C'est 20 fois 4. Ouais. C'est ce que Énorme. Fred a donné comme ça. Avec, euh, avec son entraîneur adjoint. 20 fois 400. Je suis pas sûr que beaucoup de gens aient envie de nager 20 fois 400 mètres tous les matins. Non, mais je Bah, suis c'est pas comme ça. sûr. En fait, je suis pas sûr que les gens aient bien conscience de ce que ça représente. Mais c'est juste énorme. C'est juste énorme. Tout ça pour mieux une coulée, un départ, une reprise de nage, une technique, un geste qui va nous rassurer, qui fait que la routine nous rassure et pas nous met dans une lassitude. Moi, le geste technique en crawl, en nage libre, le passage du bras, toutes ces choses-là, la propulsion, la muscu, tout ce que je fais, c'est pour me rassurer pour que, au moment où j'ai un peu de doute, parfois ça arrive, même quand on est en finale des jeux, qu'on a le meilleur chrono loin devant les autres et qu'on a une grande chance de gagner, on a encore peur un peu. Donc, pour pas avoir de facteurs limitants, on se rassure comme on peut. Et on va se rassurer en se disant, ouais, finalement, ce que je fais là, je l'ai fait 25 000 fois. Je vais le faire une fois à haute intensité. Je vais faire un 100 mètres. Alors, j'en ai fait des centaines de milliers, quoi. Avec Alain, on a calculé, on a fait 40 000 km dans notre carrière, en 24 ans. Alain, le jour où il nage sa finale du 100 mètres à Pékin, quelques semaines avant moi, 15 jours avant, il est sur le plot de départ, et il a les jambes qui tremblent. Et il peur. Friable. Puis à mon avis, il s'approche du plot de départ, il avance pour gripper le plot, s'agripper au plot avant de partir. Puis l'instinct, tu vois, c'est l'ombre qui va nager, c'est plus lui, quoi. Et il plonge, quand il plonge dans l'eau, après, c'est le totem, la reprise de nage, l'accélération, tout revient automatique. Et il monte sur le plot et il a les jambes qui shake, là. intéressant parce que dans ce que tu dis, on entend aussi que potentiellement, ce qui fait que le stress se génère et arrive et que tu commences à trembler alors que tu sais potentiellement que tu es au-dessus et que tu as déjà fait ça des centaines et des milliers de fois, c'est la projection dans le futur du résultat. Et une fois que tu reviens à ce que tu sais faire et ce que tu dois faire, mais pas forcément au résultat, mais ce que tu dois faire à l'instant T, le stress, il disparaît. Et ça, c'est... Moi, j'ai voulu dédier ma première médaille d'or à un de mes copains, qui était un modèle sportif que j'ai appris à connaître, qui était en kiné avec moi, comme deux athlètes de haut niveau à Grenoble, dans le cabinet dans lequel était mon chef de service dont je parlais, chef de kiné, Jean-Max Vernet, et Alex Gonard aussi, qui était un kiné qui accompagne l'équipe de France du biathlon pendant très longtemps. Euh, en fait, j'ai rencontré un garçon qui s'appelait Emmanuel Eustache, qui était membre de l'équipe de France de lancer d'athlétisme, de lancer, poids et marteau, de poids surtout, et qui a été recruté sur ses capacités physiques un peu en normes en équipe de France de bobsleigh. Et à Nagano, en 98, l'équipe de France est pour la première fois de son histoire médaillée aux Jeux parce qu'il y avait des gros nounours comme ça qui te poussaient fort en arrière. À Hmm. Montpellier, un genre Le Chalonnier, etc. Super, super équipage, capable de rivaliser devant les meilleurs du monde et au moins aussi bien que les meilleurs pour être sur le podium. On parle de l'Allemagne qui a une culture du bobsleigh qui est monstrueuse. D'ailleurs, Manu est parti vivre là-bas. Bon, voilà. Manu a malheureusement eu un cancer pendant quelques années. Quand sa petite enfance qui s'est développée, il a tenu 8 ans. Ça a été un modèle de résilience, un mental hors norme. Et ben, je me suis dit, cette victoire-là aussi pour mon pote Manu, pour le gros, comme on disait. Parce que Manu n'était plus là, quoi. Et je me suis regardé devant la glace à Pékin, le jour de la finale, hein, au moment où je vais mettre la combi, etc. Je vais aux toilettes, voilà. Je me mets devant la glace, je me dis, putain, David, t'as un truc à faire, un 100 mètres, un aller-retour. C'est bordel, quoi, c'est pas dur. Et celle-là, c'est pour toi, pour ta famille, pour tout le monde, c'est ton cadeau. Mais c'est aussi pour ton pote Manu, quoi. Tu vas chercher partout des choses, des informations, Ouais. prendre pour te rassurer. Tu es devant, tu sais, à midi, je rentre au village, on a laissé le matin, on rentre, on mange, on dort, on fait une sieste, on repart à la piscine olympique, le water club, etc. On recommence la journée.
À midi, j'entends la Marseillaise. J'étais dans mon truc. Je me voyais déjà parce que j'étais devant et je me dis, mais t'es trop près du but là, t'es proche des premiers titres, etc. Enfin, quoi. Puis quand tu touches le mur, je reste comme ça pendant peut-être 15 secondes en me disant, putain, c'est enfin là, quoi. C'est un soulagement énorme et une victoire qui entraîne un bonheur et un plaisir qui est énorme. Il y a un soulagement. Me dire, enfin, quoi. C'est fait. Je vais aller sur le podium pour la Marseillaise pour moi. Et ce moment, il est. Il y a une photo qui symbolise ça que j'ai dans mes préférés. Je suis les bras vers le ciel en train de hurler mon bonheur au moment où on annonce que je suis champion paralympique la médaille d'or. C'était démentiel. Première Marseillaise de jeu, t'es champion paralympique, quoi. T'es champion olympique, c'est dingue. Enfin, C'est ça, beau. c'est un truc qui est unique. Ben, pour le vivre, ben, il faut faire ce que les autres ne font pas. C'est tout. J'ai pris tout ce que je pouvais, hein. C'est un peu égoïste, hein, mais je prenais des images, tout ce que je pouvais pour me dire, dans 2 heures, tu as une finale. Hein. Tu peux pas la perdre, tu n'as pas le droit de la perdre. C'est pas possible, tu n'as pas le droit de la perdre. Et tu prends des risques. Tu pars ton premier 50 un peu plus rapide. Je touche un, je vire vite, je repars, j'accélère. Fin de course, je me crispe un peu parce que je veux durcir mes appuis pour pas lâcher, quoi, tu vois. Et puis je touche le mur, je sais que je suis devant, et je touche et. Puis tu touches le mur, t'es sous l'eau parce que tu te dis, ça c'est que pour toi, quoi. Puis tu relèves la tête après la. Euh, Le sport, c'est ça, hein. ouais. Des moments égoïstes, des moments particuliers de joie, de célébration, des moments incroyables. Le lendemain, le Parisien, il mettait une première couverture dans le 20 minutes, quand il est dans le métro, là, tu sais, marqué handisport, O apostrophe, apostrophe OR comme or. Première page couverture, et les copains qui prenaient le métro pour aller au boulot le matin. David, c'est fantastique. Mon téléphone a sonné pendant 45 minutes non-stop. C'est J'ai eu beau. un message le premier jour pour mon titre. Enfin, c'est démentiel. Tu passes d'un statut d'inconnu à t'es champion olympique, t'es champion paralympique. Voilà. Quel lien tu fais entre la résilience et la longévité? Est-ce que tu en fais un? La résilience, c'est un élément, c'est un outil, c'est un terme qu'on peut utiliser à bon escient, comme à mauvais escient aussi, mais à bon escient pour plein de choses. La capacité de surmonter un échec, la capacité de rebondir, la capacité d'aller loin dans le temps, la capacité de pouvoir être plus performant que les autres. Aller chercher, en fait, des choses qui ne sont pas forcément prévues, qui ne sont pas forcément faciles à atteindre, à obtenir, mais pour en tirer le meilleur. Ça peut être un facteur de survie, ça peut être un facteur de compétition, simplement, de victoire, de performance. Les deux sont liés. La longévité n'est que la conséquence d'une capacité d'aller chercher le meilleur pendant longtemps, d'accepter la souffrance à l'entraînement, d'accepter la difficulté pendant longtemps, d'accepter de faire ces choix-là un peu monastériques parfois. On a une vie qui n'est pas toujours très, très, très drôle quand on est athlète de haut niveau. Hein. On touche des choses incroyables, du doigt des choses incroyables, des moments qu'on vit qui sont privilégiés, mais à quel prix aussi. Hein. Hmm. C'est aussi un peu la balance. Hein. On veut des choses top, bah, il faut se donner les moyens. Ok. La résilience et la haute performance sont liées pleinement parce que l'un entraîne l'autre. Puis après, la longévité, c'est ça. Hein. C'est d'avoir réussi pendant toutes ces années à accepter, malgré tout, malgré la lassitude parfois, malgré l'âge, malgré plein de choses, à accepter de continuer à se donner les moyens d'être au plus haut niveau. Ne pas s'asseoir sur ses lauriers, jamais. De dire que tout est acquis, c'est pas vrai. Surtout pas dans le sport. Hmm. Donc ça, c'est très résilient aussi. Et- mais je différencie quand même celle de mon accident dont j'ai eu besoin pour remonter à la surface. J'étais au fond du gouffre, comme on dit, de celle qui m'a permis de pouvoir briller longtemps. Voilà. Ça a été deux moments, deux chemins différents, deux chemins difficiles, une continuité aussi, mais ça a été deux choses différentes. Sur quel Chaque- aspect? Sur quel aspect ça a été différent? Il y en a un qui est une question de survie. Hein. Le sport, c'est pas toute ta vie, c'est un moment de plaisir. Ça s'arrête, ça vient, ça va, les médailles, les résultats. Alors que rebondir et avancer pour devenir quelqu'un, que ce soit sportif, champion, acteur de cinéma, cuisinier, peu importe ce qu'il va faire comme métier, c'est autrement plus important. De redevenir quelqu'un et de survivre après une telle tragédie, d'avoir une lueur d'espoir, un message positif pour dire bah, la vie ne s'arrête pas là, c'est pas grave. C'est comme ça. Il faut avancer maintenant, il faut tirer le meilleur de ce que tu as comme possibilité. Voilà. Puis après, le sport m'a rappelé que oui, c'était encore plus vrai parce que par rapport aux différentes classes de handicap, il faut exploiter ton handicap au maximum, tes potentiels Hmm. physiques, même pour compenser ce qui te manque. Moi, il me manque un moteur dans les jambes. J'ai un équilibre grâce à mes jambes qui sont grandes, je m'appuie sur l'eau, etc.
Et il me manque un moteur de compensé par la puissance musculaire sur les bras, par le mental, par plein de choses. Est-ce C'est que pas la même. Le sport, encore une fois, je me répète, excuse-moi, mais le sport, c'est voilà, c'est qu'un loisir. Et puis après le sport, il y a d'autres choses. Après ma carrière, il y a d'autres choses. Là, je transmets, je fais des conférences, c'est super. Il y a d'autres choses. Il n'y a pas que ça. Alors que après mon accident, ben, c'était me laisser une chance d'avoir une vie agréable, de vivre de belles aventures, de belles choses et de construire une vie pleinement heureux. Il n'y a pas photo, hein. Je suis heureux dans ce que j'ai fait parce que je me suis donné les moyens d'y arriver aussi. ouais. Pour quelqu'un qui traverse une phase difficile, là, burn-out, maladie, fatigue, euh, ce serait quoi le message que tu aimerais transmettre? Il y en a plusieurs. Le premier, c'est qu'il n'y a pas de fatalité dans la vie et que il y a un truc que j'aime bien, qu'on utilise beaucoup dans un domaine pour lequel je travaille, je collabore, qui est la lutte contre le dopage. Il y a une règle. Je suis coprésident du comité des sportifs de l'AFLD, en fait, avec Ayodele Kwesson. On gère, enfin, on gère. On a été élus par nos pairs, nos camarades qui sont la commission des athlètes, le comité des sportifs de l'AFLD. Et il y a un élément qui est extrêmement important dans notre commission et qui marche avec l'agence française comme l'agence mondiale, ce qu'on appelle le principe d'objectivité. Un athlète, quoi qu'il arrive, quoi qu'on puisse mettre dans la tête, quoi qu'il arrive, l'athlète est responsable de ce qu'il fait. C'est un principe fondamental. Il protège l'entourage, etc. On est adulte, on est athlète, on est responsable de ce qu'on prend et de ce qu'on fait. Bah, ce principe-là, je l'ai appliqué toute ma vie finalement. De ne pas renvoyer la faute sur les autres. Je suis grand, l'accident, il est arrivé, c'est comme ça. J'ai la faute à personne. J'ai des gens qui m'ont aidé. La moindre des choses, c'est d'être responsable de ce que je vais faire et de me dire, je veux avancer, ça ne dépend que de moi et moi d'autres. On s'aide des gens autour de soi. On accepte l'aide et on est gratifiant, reconnaissant de l'entourage des gens qui nous ont aidés à avancer. Mes chirurgiens, ma famille, etc. On ne se construit pas tout seul, oui. Mais qui est le décideur dans l'histoire? C'est soi. Celui qui dit, ben moi, ouais, je compte sur les autres, hein. Si ça marche pas, c'est de leur faute. Non, c'est Hmm. pas leur faute. Il faut être acteur de son destin, il ne faut pas attendre que la roue tourne et que ça nous tombe sur la tête. Moi, j'ai un truc que j'aime bien dire, en fait, et qui résume un peu la situation, le trèfle à quatre feuilles qui est synonyme de chance dans la vie. Si tu le cherches pas, tu le trouveras jamais. C'est une façon de dire, bah, dans un champ de pâquerettes, il faut baisser les yeux, il faut regarder, il faut chercher. Il faut faire ce que certains ne font pas parfois, pour aller chercher cette chance, la provoquer un petit peu. Il faut être reconnaissant de notre entourage, etc. Oui. Et le premier acteur de son destin, c'est soi. Il faut arrêter de mettre la faute sur les autres. Non, ça, c'est important que tu le rappelles, hein. C'est le côté responsabilité qu'on a tendance encore plus, j'ai l'impression, dans notre société. Dans la lutte contre le dopage, pardon, c'est important de rappeler que peu importe ce qui se passe, l'entraîneur qui peut te dire, non, mais tu sais, c'est bien, là, ça va t'aider, tu vas être performant, etc. Prends ça, tu vas voir. Non, 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 non. On est responsable de ce qu'on fait et ce qu'on prend. C'est un principe de responsabilité aussi. On appelle ça le principe d'objectivité, mais c'est aussi un principe fondamental qu'on pourrait traduire pour monsieur et madame tout le monde comme un principe de responsabilité. Est-ce que, selon toi, la résilience, ça peut s'entraîner comme un muscle, que ça s'entraîne? On n'est pas résilient. Alors, il y a des facteurs génétiques. C'est une force de la nature, de notre caractère. C'est un trait. Non, non, je reprends. C'est un trait de notre caractère. C'est un trait de nature aussi qu'on peut avoir ou pas. D'être plus ou moins résilient. C'est l'éducation qu'on a reçue aussi souvent qui nous amène à ça. Parce que nos parents ne nous ont pas toujours tendu une cuillère en or, mais ils nous ont dit, bah, tu sais, tu veux quelque chose, il faut aller le chercher. Voilà, il faut donner les moyens, etc. Je ne vais pas tout faire, mais des trucs simples, hein, à part la faire, c'est là, c'est à débarrasser, à mettre la table, des choses simples. Bon. Et à un moment donné, bah, ça, il faut l'appliquer dans la vie de tous les jours, quelque part. Euh, il faut se dire, c'est quelque chose qu'on va cultiver, comme la confiance en soi. Alors, tu vois, je disais que l'une des clés de la confiance en soi, de la réussite ou du succès, c'est la confiance en soi. C'est vrai, dans le sport, c'est important. Mais l'une des clés de la confiance en soi, c'est la préparation. Ben, c'est pareil pour la résilience. On est plus ou moins résilient de nature, de caractère, par l'éducation qu'on a reçue, par nos gènes, par notre aptitude à accepter la difficulté, etc. Oui, mais ça se travaille aussi. Celui qui a un peu l'impression qu'il ne comprend pas ce mot-là, ben, il peut se lever tous les matins, s'entraîner et se dire ok, coûte que coûte, quoi qu'il arrive, demain matin, je fais un truc de plus. Moi, on m'a dit à l'entraînement un jour, un coach anglais que j'aime beaucoup, m'a dit qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui pour être meilleur demain. Tu fais un petit truc en plus tous les jours pour dire ça va entraîner une dynamique, ça va entraîner
une attitude, un mindset vraiment, un mental pour construire quelque chose et construire ce qu'on appelle aussi la résilience. Parce qu'en faisant les choses tous les jours, on se met dans une situation qui est des fois un peu inconfortable et on accepte de surmonter les petites étapes, les petites épreuves, les petites choses qui sont difficiles. Donc on peut, oui, entraîner la résilience en n'acceptant pas forcément la fatalité, mais en disant, je vais faire en sorte tous les jours de provoquer ces choses-là pour que ça devienne une attitude, un trait de caractère qui est un automatisme et qui me servira dans la vie, quoi. Ouais, je veux bien rebondir sur deux aspects que tu viens de dire là. Le premier, c'est pour avoir quelque chose de différent, faire quelque chose de différent. Même une petite chose au quotidien. Il faut bien comprendre que bien souvent, 90% de nos pensées, de nos actions sont les mêmes que la veille. Si on veut avoir quelque chose de différent, il faut forcément à un moment donné soit penser, soit faire différemment. Et puis l'autre aspect, c'est, je reviens sur ce côté, bah, essayer en fait. C'est-à-dire, euh, qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui qui va t'amener vers ce que tu veux? Même une petite action, un tout petit Eh, truc. Euh, Ça, c'est, j'aime bien ça. que pour avoir quelque chose qu'on n'a jamais eu, il faut être prêt à faire quelque chose qu'on n'a jamais fait. Ça veut dire que si tu veux être champion olympique un jour, il faut être prêt à t'entraîner comme jamais tu t'es entraîné de ta vie, parce que tu veux avoir quelque chose qui est quelque chose de très difficile à avoir, à obtenir. Ça tombe pas du ciel. Il faut être Hmm. capable, on l'a jamais fait au quotidien. Ah, une séance plus difficile, un entraînement plus difficile, etc. Ça rejoint ce que tu dis, mais c'est évident. Ça se provoque. Et le sport nous le montre tous les jours. Est-ce qu'il y a des habitudes santé, récupération, sommeil que tu considères comme essentielles et que tu as appliquées? Donne-nous des petits tips, des trucs que tu as vécu et fait durant ta Dans carrière. l'hydratation, dans l'alimentation, la quantité de protéines chaque jour, on a trois vrais repas dans la vie, notre quotidien, trois minima. On peut avoir des collations aussi, mais c'est trois minimum. Ça ne veut pas dire manger le matin un bol de choc à pic, comme je disais tout à l'heure. Un repas, c'est un repas. Un petit déjeuner, c'est pas un petit déjeuner. Les Québécois disent c'est un déjeuner. Voilà. Et peut-être un petit déjeuner. Parce qu'on dit un petit dénardise, un petit café, ouais. C'est un repas. Un athlète, il faut qu'il mange correctement le matin avant de s'entraîner. Donc, et puis un enfant qui va à l'école, qui doit être attentif, qui doit être consciencieux, qui doit être bienveillant, qui doit être attentif, ben, il peut pas être efficace pendant 4 heures, de 8 heures à midi, avant le repas du midi, s'il a mangé un abricot et un bol de sucre à pic. C'est pas possible. Ouais. Il faut des protéines, il faut des choses. Donc, respecter ton corps, c'est lui donner à manger correctement, des choses qui sont bonnes, pas trop de sucre, pas de, voilà, l'alcool, attention, etc., modération, comme on dit. Si possible, pas du tout, mais bon. Et puis après, c'est des choses simples, une routine d'hydratation. Moi, le matin, je me lève, je prends un grand verre d'eau, comme je disais, des choses toutes bêtes. Et ensuite, après l'entraînement, accepter aussi la question du sommeil. Ça se travaille, ça aussi. C'est pas un truc qui est facile à mettre en place tout le temps, mais l'hiver, le soleil se couche plus tôt. On a une journée, puis il y a le décalage horaire qu'on a en Europe. Là, on recule d'une heure l'hiver, c'est comme ça. Là, c'était il y a une semaine. Bon, ok. Bah, en général, j'essaie de me coucher un peu plus tôt chaque fois l'hiver. L'été, on a une journée un peu plus longue, donc je suis un peu plus tard, c'est normal. Accepter de s'écouter aussi. Mais les choses qu'on met en place, tout simplement. Quand on va à l'entraînement tous les jours et que c'est dur, à pas se coucher à 23h30, ni à minuit, c'est pas possible. Hmm. Donc, on se couche plus tôt, à 9h30, maximum 22h. Mais moi, souvent, à 21h, j'étais au lit. Puis psychologiquement, ça me faisait du bien de me dire, il est 20h45, t'as mangé. J'étais au crêpes, hein, j'étais servi à table à midi à 19h, à 20h, on avait fini, on prenait le temps des fois. Et une heure après, tu peux être au lit sans problème, hein. Est-ce que tu fais partie de ces gens qui pensent que plus on s'entraîne, plus on est bon? Il faut une base dans notre carrière sportive d'entraînement, c'est évident. Apprendre à s'entraîner, à accumuler les kilomètres, etc., accumuler les expériences. Oui, bien sûr. Mais à un moment donné, il faut s'entraîner intelligemment aussi. Pas à outrance, parce qu'il faut aller absolument à l'entraînement, etc. Il faut savoir s'écouter aussi. Et la période de repos fait partie de l'entraînement. C'est Merci. très, très important. Merci, 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 parce que c'est justement ce que je voulais te faire dire et faire passer comme message. C'est pas plus je m'entraîne, plus j'en fais et Non. plus je vais avoir de résultats. La récupération fait partie intégrante de votre entraînement et de vos performances. On apprend à accepter les périodes de charge difficiles, 3, 4 semaines, 5 semaines, des fois plus, vraiment dures. Mais on sait qu'on va avoir des semaines plus faciles derrière. Et la récup, elle est importante. C'est pas pour rien qu'on a le mercredi après-midi de repos, qu'on a le week-end de repos aussi. On doit faire des kilomètres, mais on a besoin de récupérer aussi.
Non, non, c'est essentiel. C'est vraiment important et ça veut dire vraiment repos. Et moi, j'ai du mal hein, à me dire, bah, je suis à la maison, je vais pas à droite à gauche, je suis dans un film, je me repose, je dors. Avant les grandes compétitions, on capitalise là-dessus aussi beaucoup. On fait rien. Hmm. Et j'ai horreur de l'ennui, hein, tu le sais aussi bien que moi, mais voilà, il faut rien faire. Tu as à manger et puis tu te mets dans ton canapé, tu fais une sieste. Hyper important. Hein. Moi, je peux pas aller à l'entraînement l'après-midi correctement si j'ai pas fait mes 45 minutes ou mes 30 minutes de sieste après midi. C'est pas possible. On reconstruit une journée comme ça et c'est ouais. Non mais Et c'est important. Et les sports où c'est encore plus important que d'autres parce qu'on a plus de travail, plus d'accumulation de charges et pour pas se blesser notamment. La récupération est super importante. c'est capital. En tout cas, déjà un grand merci pour tout ce que tu viens de me partager là. Avec J'aimerais plaisir. qu'on puisse clôturer cette bel échange qu'on vient d'avoir avec un petit jeu, un petit question-réponse oui, non. Je te pose une Ouais. question de manière assez instinctive, assez rapide. Tu m'envoies oui, non en termes de réponse. Juste 30 secondes. J'ouvre une porte. Hop. Et, euh, et tu me Et dis ça, quoi? Comment? et ça, tout le monde peut faire, donc on va le faire comme ça aussi. Première question. Parfois, c'est évident, hein, les réponses, hein, mais est-ce qu'on peut devenir plus fort après un accident? Oui. Tu crois que la souffrance peut devenir un levier de sens? Oui, d'une façon provisoire, pas permanente, mais oui. Tu préfères un entraînement douloureux ou une compétition facile? L'un entraîne l'autre. Est-ce que tu Entraînement médites? égale compétition facile. Voilà. Est-ce que tu médites? Euh, non, mais je pense. Beaucoup. Je prends beaucoup de temps au calme pour penser. C'est pas la méditation vraiment, mais je pense. As-tu pratiqué ou crois-tu en la visualisation mentale? Oui, beaucoup. Tu as déjà eu peur d'échouer, à en perdre le sommeil. Hmm, à ce qu'il en soit, non, mais à ce qu'il en soit perturbé, oui. Le corps peut tout encaisser si le mental est solide. Oui, malheureusement. Alors, je peux faire une parenthèse, je complète. Là, on peut pas dire que oui, que non. On peut aller à perte et fracas physiquement et même moralement si on va trop loin, mais malheureusement ou heureusement, le corps est capable d'encaisser des charges qui sont énormes. Donc oui, Est-ce que tu crois que le sport peut sauver une vie? ah, clairement. Oui, oui. Euh, le sport devrait être-il obligatoire pour tout le monde? L'activité physique et sportive, oui. Nuance avec le sport, c'est que l'un est régi par des règles, l'autre non. Euh, activité physique et sportive, c'est je cours où je veux. Sport qui est le même, athlétisme, je cours dans un couloir, Hmm. en général. Mais oui, oui, Est-ce que tu crois que chacun a une force de résilience sans même le savoir? oui, probablement. Tu veux vivre longtemps ou intensément? Les deux. Est-ce que tu es fier de l'homme que tu es devenu? Oui, très. C'est dur de le dire, mais oui. Euh, quel mot tu dirais à ton toi de 21 ans? Écoute-toi. Est-ce que tu as encore des défis à relever? Plein. Oui, oui, bien sûr. Je fais le marathon de Paris, là, Schneider électrique en avril. Alors, j'en ai fait plusieurs depuis. J'ai fait Aix-Marseille il y a 12 jours, 10 jours. J'ai fait Villefranche-sur-Saône-Lyon une semaine avant. Marathon des capables. Ils ont fait 800 km. J'ai fait quelques étapes avec eux et c'était incroyable. Et le Aix-Marseille, il fait mal. Hein. Et puis, petit message subliminal à mon copain Michael Jérémiaz, mon chef de mission à Paris aussi. On a fait ensemble le marathon pour tous à Paris 2024, le 10 août au soir. La Côte des Gardes, elle calme vraiment. Elle fait très très mal. C'était un mur, quoi. Euh, si je te dis résilience, le premier mot qui te vient, c'est quoi? État d'esprit. Alors, c'est plusieurs mots, mais mental hein, ou état d'esprit. Si tu devais résumer ta philosophie en une phrase, Euh, celle de Confucius, je pense.
Nulle pierre ne peut être polie sans friction. Et nul homme ne peut pas faire son existence sans difficulté ou sans échec. Quand je dis parfaire, c'est vraiment parfaire au sens strict du mot. Hein. Ouais. Voilà, David, on a fait le tour d'un bel échange. Je suis à moitié ému, à moitié frustré parce que j'aurais encore envie de te poser des questions. Mais en tout Oh, non, cas, ce qui est sûr, non, c'est que c'est avec grand plaisir que je te réinviterai et qu'on pourra éventuellement refaire un épisode. On a encore pas mal de choses à voir. J'aimerais éventuellement à un moment donné refaire un petit truc plus axé sur la prépa mentale, vraiment spécifique. Je sais que vous en bouffez dans le sport de haut niveau. Une fois de plus, te remercier oui. pour tout ce que tu viens de nous délivrer, te remercier pour ce que tu fais pour le sport français j'espère qu'on pourra se revoir en présentiel. euh, Oui, oui. Ça, avec... c'est organisé. Ça, c'est, voilà. Il ne faut pas attendre que ça arrive. On peut l'organiser, on peut le planifier à l'occasion. Ça peut se faire, bien sûr. Et puis, non, merci aussi à toi pour une chose, c'est le fait de transmettre ces choses-là. Je dis souvent cette phrase-là aux journalistes. Ils ont aussi un rôle de transmission de l'information, de promouvoir des choses, d'en faire état, de faire découvrir aux gens aussi ce qui se passe. Et à ce sujet, l'Italie, au niveau paralympique, est passée de la 11e place mondiale en natation, en paranatation, à la première, grâce aux journalistes, grâce aux médias, d'avoir diffusé des compétitions nationales, départementales, régionales, partout, partout, partout. Ils ont créé une découverte pour beaucoup d'enfants, C'est ça. une, une émulsion, et ça a permis de pouvoir créer un vivier de champions énorme, de la 11e place à la première place mondiale. L'Italie, c'est récemment 53 médailles au championnat du monde en natation. T'imagines? C'est énorme. Rien que par ce phénomène-là. Donc, de faire état des lieux de toutes ces choses-là, des gens qui vont écouter le podcast, qui vont me découvrir, qui ne me connaissent pas forcément, etc., c'est super aussi. Donc, merci de le promouvoir et d'en faire un état des lieux. Je fais plus de podcasts maintenant, je crois, encore que d'interviews, je crois. C'est vraiment Ouais. cool. Bon, bah écoute, j'espère que ça t'a plu Oui, et puis je te remercie encore une fois. tant pis, plaisir. Sur ce, je te souhaite une bonne fin de journée et puis je te dis à très bientôt. Ça marche. Salut, Salut. David. Ciao. Salut.